Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Moto X 2014 ou aussi appelé seconde génération puisque c'est, comme son nom l'indique, le second Moto X, le dernier étant sorti l'année dernière. Alors, ce produit, c'est un produit qui est intéressant sur pas mal de points. Le premier étant que l'année dernière, le Moto X, quand il est sorti, aux États-Unis, on avait un système qui s'appelait Moto Maker et vous pouviez personnaliser le produit en ligne. Et ensuite, il était fabriqué, enfin assemblé plutôt directement au Texas, aux États-Unis, et livré en quelques jours après aux États-Unis chez le consommateur. En France, on n'avait pas eu ce système-là de Moto Maker. En France, pourtant, cette année, pour ce nouveau Moto X, on l'a. Alors, j'ai demandé à Motorola où est-ce qu'ils étaient assemblés. J'ai pas eu de réponse et tant pis, j'ai pas attendu. Ça fait 2 semaines que j'attends la réponse, donc tant pis. Je sais pas où est assemblé le Moto X. Donc je vais pas en parler, mais je trouvais que c'était intéressant. Si j'ai la réponse d'ici là, je la mettrai dans l'article ou on fera un post, je sais pas. Mais bref, voilà. Et deuxième chose, c'est que le Moto X 2014, tout simplement, c'est la base d'une certaine façon pour le Nexus 6. Et en termes de design et pas mal d'autres petits détails. Si vous comparez les deux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments semblables puisque le Moto X est basé sur celui-ci mais en plus grande taille. On va commencer par un rapide déballage. On a un petit peu de lecture ici. On a des écouteurs intra-auriculaires. C'est des intras, ouais, on va dire que c'est des intras, vous les voyez, mais c'est pas exactement ce qu'on... Ou si, c'est des intras. Mais pas avec de la gomme ou du caoutchouc, ce genre de choses, mais bon, voilà, ils sont plutôt sympas, là, noir et blanc, comme ça. On a un bloc chargeur, alors on a un bloc chargeur USB avec 2 ports USB. Je trouve ça assez intéressant. Le câble USB, c'est un câble normal, il n'y a pas de chargement spécifique, en tout cas dans la sortie dès la sortie de la boîte, mais en tout cas vous avez la possibilité de mettre 2 câbles USB. J'ai pas testé, mais ça peut être sympa. Et on a un petit outil pour accéder rapidement au tiroir de la SIM. Petit récapitulatif au niveau des specs, on a un appareil qui tourne actuellement sous Android 4.4.4, mais dont la mise à jour Android L 5.0 Lollipop est en cours aux États-Unis, et au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être déjà proposé chez nous. Ça va dépendre du moment où vous la regardez, bien entendu. Je vous invite à vous renseigner à ce propos. On a un écran de 5.2 pouces 1080 par 1920, c'est du Full HD et c'est une dalle AMOLED. On a un appareil qui est compatible Nano SIM 4G. 16 Go ou 32 Go de mémoire, dans les faits c'est un peu moins que ça, hein. Par exemple 16 Go, je vous montrerai peut-être, mais c'est 10 Go, et 32 ça doit être 28, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de support micro SD, c'est important de le noter. On a 2 Go de RAM, à l'arrière un appareil photo 13 mégapixels, voilà, 13 mégapixels avec flash dual LED circulaire, on reviendra là-dessus, vous inquiétez pas, un peu après, et une caméra frontale de 2 mégapixels, donc à l'avant. Un chipset Snapdragon 801 quad-core 2,5 GHz et une batterie de 2300 mAh. C'est un appareil qui pèse 144 grammes et qui mesure au maximum, donc au milieu à peu près, 10 mm d'épaisseur. Alors, côté design, c'est un appareil qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà vu sur le Moto X dans un premier temps, qu'on avait oublié, entre guillemets, de tester, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps. Là, je suis content du coup de tester celui-là, mais qui ressemble quand même beaucoup au Moto G, mais différemment. Là, vous le voyez, on l'a dans sa version bois, bambou. Je vais pas vous présenter toutes les versions qu'il y a. Il y a énormément de possibilités sur le Moto Maker. Au niveau des coques arrière, j'en parle maintenant parce que j'y pense, mais vous avez des versions, on va dire standard, plastique, mat, avec différents coloris. Ensuite, après, si vous voulez une version comme ça en bois, vous avez un petit surplus, je crois, de 20 €, mais regardez dessus. Vous avez aussi une version en cuir. D'après ce que j'ai lu, la version en cuir, j'ai pas pu la tester, mais elle a un bon feeling en main, mais elle prend les griffures assez rapidement. Donc faites attention si vous commandez ça et que vous avez un appareil qui traîne dans, je sais pas, un sac à main si vous êtes une femme, ou un sac à dos si vous êtes un homme. Même dans les poches, apparemment, il se raye pas mal. Donc prenez ça en compte, mais le rendu est quand même assez sympa. Là, je l'ai en bois et c'est plutôt chouette. On reviendra dessus un petit peu après. Alors, à l'avant, qu'est-ce qu'on a? On a une sortie audio en haut, une sortie, j'allais dire une autre sortie audio en bas. C'est en fait le haut-parleur est en bas, mais il n'est pas en haut. C'est pas un double haut-parleur frontal. C'est pas un système comme ça, comme sur le Moto G. C'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi. Celui du bas est pas si mauvais, on reviendra là-dessus un petit peu après, mais attention, quand vous le regardez, c'est vrai qu'avec cette symétrie, on a l'impression qu'on a 2 haut-parleurs en frontal. Non, c'est pas le cas. En haut, ici, on a la caméra frontale qui doit être là, ça a l'air d'être le capteur de, je pense, proximité, luminosité, et après, on a quelque chose d'assez
étrange, c'est 3 capteurs de mouvement ici. Je vais être honnête avec vous, il y a plein d'éléments qui utilisent les mouvements, là vous venez de le voir d'ailleurs en action, j'en parlerai après, mais les deux du bas, je vois absolument pas à quoi ils servent. Si d'ailleurs vous avez une indication, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais moi j'ai vu plusieurs choses, on va en parler, mais qui justifient en tout cas la présence de ces deux-là. Premier élément, je vous montre très rapidement, vous avez vu, il y a un système là d'écran en veille. Si vous survolez l'écran au niveau du capteur, et ben vous allez le voir s'allumer avec l'heure qui s'affiche, les notifications. Mais par contre, si vous survolez en bas, il se passe rien, et le capteur de mouvement ne détecte pas. Après, si vous bougez l'appareil, ça marche par contre. Donc je sais pas, peut-être que c'est ça qui l'utilise, je ne sais pas. En tout cas, à l'avance, c'est comme ça que ça se passe. On va zoomer un petit coup pour que vous voyez mieux, voilà. Donc un truc à savoir aussi, c'est que les sorties audio ressortent un tout petit peu, voilà, comme ça. C'est pas important, mais c'est à noter. Et en dessous, on a donc ce haut-parleur avec le micro à l'intérieur. Sur la droite, on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, qui a un léger relief qui agrippe le doigt, et ça c'est vraiment, moi j'aime bien. C'est très agréable, enfin c'est pas agréable, mais c'est confortable à l'utilisation. On a un bouton de volume juste à côté. Par ici, on a le port micro USB, sur le bas donc. Rien à gauche, et comme vous le voyez, et en haut, pardon, on a le jack et la possibilité de mettre une nano SIM, enfin la possibilité, c'est largement conseillé. C'est un contour en aluminium, donc plutôt réussi ici, je trouve que ça rend assez bien. Et là ensuite à l'arrière, donc moi j'ai la version bois, vous pouvez avoir différentes versions, j'en ai parlé, je vous invite encore une fois à aller voir sur Motomaker pour voir toutes les éditions disponibles. Elle est intégrée de façon, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas essayé de l'enlever, j'aurais bien aimé, mais c'est un peu compliqué. Je pense que pour le bois c'est collé, ça me semble logique, c'est découpé puis collé. Et l'intégration du bois en tout cas, je pense qu'elle est un peu différente par exemple pour le plastique, mais c'est pas très très précis. C'est loin d'être moche, attention, mais c'est pas forcément très très précis. Là on voit par exemple les fentes qui sont tout autour, et il y a des endroits c'est légèrement plus large qu'à d'autres endroits. C'est un détail, hein. Mais par exemple, alors où est-ce que j'ai vu ça déjà? C'est par ici, voilà. Ouais. C'est pas facile de le voir, mais là, vous voyez, ça ressort très 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 légèrement, alors que ici, ça ressort pas, c'est bien intégré. Vous voyez la différence entre les deux endroits? Donc voilà, moi je pense que sur le bois, on peut s'attendre à ce genre d'intégration. Mais en soi, c'est pas un problème. C'est juste que c'est du bois, et du coup, ça a des imperfections. Donc là, par exemple, j'ai une version, c'est une version du Moto X qui est unique, avec ces éléments-là dans le bois, les rainures, etc. Et ça, c'est un côté plutôt sympa. Le feeling pour la version bois, je peux pas parler des autres, il est lisse, parce que bien sûr, il y a une couche de vernis qui est posée dessus. C'est lisse, mais c'est mat quand même, vous voyez, ça brille pas trop trop. Donc c'est pas mal. Là, je crois que c'est un second micro qui est intégré là. Ensuite, ici, donc on a l'appareil photo 13 mégapixels avec son fameux flash, double flash, avec son élément circulaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le but de ça, à la base, en tout cas sur le papier, c'est de permettre d'être plus lumineux, donc au niveau du flash, plus de puissance et également plus de répartition, puisque quand les flashs s'allument, normalement c'est censé un peu diffuser la lumière. Honnêtement, je vais en parler après, mais dans les faits, c'est loin d'être le cas, je trouve. Après, c'est mon avis. Mais je suis pas un expert là-dedans, mais on en reparlera un petit peu après. Et à l'arrière, on a ce petit trou-là, qui est assez marqué, qui sert absolument à rien, à part afficher le logo Motorola, c'est un élément design, et puis également, quand on le prend en main, eh bien, on a le doigt, en fait, qui vient se poser dessus, pour par exemple le manipuler de cette façon. En fait, le doigt vient se poser dessus naturellement, parce qu'il est juste là, et c'est vrai que peu importe le terminal que vous allez utiliser, généralement votre doigt il est posé un peu par ici, eh bien sur celui-ci qui est un peu plus grand, bah effectivement, naturellement votre doigt vient se mettre là ou là, mais voilà, ça aide un peu à stabiliser l'appareil, mais honnêtement c'est quand même gadget. Enfin c'est gadget, ça sert pas à grand chose. Donc côté ergonomie, moi je trouve le design est sympathique, après ça c'est vraiment une question de goût, mais il est original, on peut le personnaliser, c'est plutôt sympa, il est en aluminium, un bon feeling en main, et niveau ergonomie, bah moi j'aime bien les touches sur le côté qui sont agréables à utiliser, qui sont plutôt bien placées. On a un appareil en 5.2 pouces, 5.2 pouces c'est encore ok pour moi d'après mes standards on va dire d'ergonomie sur un smartphone. C'est un appareil qui s'utilise vraiment très bien à deux mains, et à une main
C'est possible, c'est plus compliqué bien entendu, mais 5.2 pouces, ça reste quelque chose d'envisageable. Quand vous vous promenez dans l'interface, bien sûr votre pouce ne va pas aller jusqu'en haut, hein. Il y a assez peu de terminaux aujourd'hui de smartphones où vous pouvez vraiment aller jusqu'en haut, mais il y en a encore. Celui-ci ne fait pas partie de ces appareils, mais niveau ergonomie, je trouve qu'il s'en sort bien. Les bordures pourraient être un tout petit peu plus fines, c'est pas non plus dérangeant. Il n'est pas trop épais. 10 mm, ça fait partie des terminaux en ce moment, 5.2 pouces, assez épais finalement. 144 grammes, c'est pas non plus très léger. C'est vrai que quand on le prend en main, on se rend compte que c'est un appareil qui pèse son poids. C'est pas non plus marquant, c'est pas vraiment problématique, mais on le sent. Et comme il est un petit peu épais, eh bien, quand on l'a dans la poche, on sent qu'il est là, mais c'est loin d'être gênant, comme je vous disais, c'est 5.2 pouces, c'est pas non plus colossal. Voilà, c'est à peu près tout. Donc niveau ergonomie, quelque chose de plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de matériaux premium. Ça fait que quand on le prend en main, vraiment, on a l'impression d'avoir quelque chose. C'est entre guillemets, c'est pas de la camelote que vous avez dans les mains. En même temps, le terminal coûte 500 €, 540, ça dépend des versions. Donc bon, c'est quand même la moindre des choses sur cet aspect-là. Parlons maintenant de l'écran sur ce Moto X 2014. On a une dalle 5.2 pouces, 1080 par 1920. C'est de la AMOLED à 424 ppi. Donc niveau densité de pixels, vous êtes plutôt bien. On voit pas les pixels. C'est un truc qu'on a l'habitude de trouver sur les smartphones haut de gamme. Donc une bonne définition, une bonne finesse d'affichage. Derrière, on a des angles de vue qui sont excellents, comme souvent sur la AMOLED. Donc là-dessus, pas de souci, des noirs vraiment bien noirs, puisque le noir sur l'OLED, c'est du pixel éteint. Donc ça marche bien, on a des couleurs qui sont vives, vous pouvez le voir là, plus ou moins. La luminosité max sur du blanc est pas non plus très élevée, on est à 150 lux. Et il y a beaucoup de smartphones en ce moment que je teste qui vont bien au-delà de ça. On se retrouve plutôt dans les 170, 180. Donc bon, c'est pas forcément un gros souci, mais en extérieur, éventuellement, vous pourriez être déçu de temps en temps. Moi, le problème que j'ai décelé sur cet écran, et je vais être honnête avec vous, j'ai fait un peu le tour du web. Je suis pas le seul à l'avoir vu, mais je suis un peu le seul à être vraiment gêné par ça. Alors, donc c'est pour ça que vous, peut-être, vous serez pas aussi gêné que moi. Et vous le voyez pas là, parce que derrière la caméra, moi j'ai fait des ajustements pour que le blanc soit vraiment blanc, ce genre de choses. Mais je vais vous mettre à côté un appareil que beaucoup de gens attendent, dont beaucoup de gens attendent le test, et je viens juste de le recevoir. Vous voyez la différence au niveau des blancs que vous voyez là. Alors là, vous avez du mal à imaginer ce que ça donne à l'œil nu. Mais concrètement, le Moto X 2014 a une teinte chaude, une teinte jaune qui est très marquée au niveau de l'écran. Alors, bien entendu, là, vous le voyez pas. Et c'est dommage, et j'ai essayé de prendre des photos, pareil, c'est très difficile de le faire ressortir, mais c'est un fait. Et alors quand vous le voyez là, peut-être si je le mets un peu sur le côté, en fait ce qui se passe, c'est que de face, la teinte elle est vraiment jaune, le blanc est tout à fait jaune, enfin ça se voit vraiment. Et ensuite quand vous passez un peu sur le côté, il a tendance à basculer vers le blanc. C'est quand on s'amuse à le comparer à un autre smartphone. Donc là, le problème de celui-ci, c'est qu'il tire légèrement vers le bleuté. Moi, j'ai comparé avec mon Nexus 5, qui est aussi en AMOLED, mais réglé différemment. Et là, on voit vraiment la différence. Là, je l'ai pas sous la main. Mais voilà, donc c'est dur de vous le montrer, malheureusement. Mais pour moi, c'est un des points négatifs principal sur on va dire, c'est le point négatif central pour moi pour ce terminal. Et c'est pour ça que ça me frustre un peu de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais concrètement, les blancs sur cet appareil, ils sont vraiment jaunes. Vous le voyez pas, encore une fois. Mais moi, la première fois que je l'ai allumé, j'ai été vraiment marqué par ça. Vous pouvez... alors, quand la luminosité est un peu plus basse, ça se voit encore plus. Quand elle est au max, bah, vous continuez à le voir, ça change pas grand-chose. Et on peut pas régler la température des couleurs dans les paramètres. Donc là-dessus, il va juste falloir me faire confiance. Si vous cherchez, si vous avez l'habitude d'avoir un écran qui a vraiment des couleurs très fiables, on va dire, bah écoutez, celui-ci, les blancs sont jaunes tout simplement, sont légèrement jaunes, mais suffisamment pour que ça se voit. Il y a un truc à savoir, c'est que le précédent Moto X, que nous malheureusement on n'avait pas testé, avait le même problème. J'ai vu ça sur des forums. Donc concrètement, c'est vraiment une volonté de Motorola d'ajuster l'AMOLED de manière chaude, avec des températures chaudes. Personnellement, ça me convient pas. Je trouve ça dommage. Vous, ça vous dérangera peut-être pas. Il y a un truc à savoir,
c'est que oui, quand je le mets à côté d'un autre smartphone, je vois la différence. Mais c'est vrai qu'avec plusieurs jours d'utilisation, si vraiment je me focalise que sur le Moto X pendant quelques jours sans regarder d'autres smartphones, il y a un moment où on commence à s'habituer et on l'oublie un petit peu. C'est juste quand vous l'avez en comparaison avec un autre téléphone, un autre smartphone, que vous le voyez. Donc voilà, je le mentionne parce que pour moi c'est important. Peut-être que ce ne sera pas important pour vous, à vous d'en faire ce que vous voulez. Côté fonctionnalité, alors on l'a un petit peu vu, mais en gros c'est un appareil qui tourne sur Android 4.4.4, qui arrive bientôt sur Android L, qui est quasiment déjà sur Android L. C'est dommage d'ailleurs de le tester sous KitKat, mais bon c'est pas grave. Et donc on a du Android entre guillemets pur, brut, pas vraiment brut mais plus pur, dans le sens très proche de ce qu'on a plus ou moins sur un Nexus 5, hors bien sûr Android L. Et en plus on a quelques fonctionnalités rajoutées par Motorola. Donc par exemple, on a ça, le survol, qui va me permettre d'afficher l'heure et la possibilité de le déverrouiller très rapidement sans avoir à toucher un bouton. Et ça, honnêtement, c'est vraiment très chouette. Ça marche aussi au mouvement, donc là je tape dessus, mais si par exemple vous le soulevez, enfin il est posé sur une table, vous le levez, ça va vous proposer ça. Alors là je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de notification, mais vous avez la possibilité de déverrouiller. Quand vous appuyez dessus, vous avez également des notifications qui s'affichent avec le résumé, par exemple, du message, ce genre de choses. Vous pouvez choisir dans les paramètres de ne pas afficher le message pour garder quand même un peu de confidentialité. Ça reste quelque chose d'important. Voilà. Le survol marche très très bien, comme vous pouvez le voir. C'est très réactif. Ça marche pas avec le bas de l'écran, je sais pas pourquoi. Ça marche juste avec le haut. Et bien sûr, il y a également les mouvements. On a autre chose également. Hello Moto. Ouvre l'agenda. Ouverture de l'application. Alors, en gros, ce système-là, que vous pouvez aller trouver ici, et normalement ça va être, oui, dans les paramètres on voit les différentes choses, c'est ce qu'ils appellent Voice ici. C'est une fonctionnalité qui permet en fait ça rajoute un peu plus d'options à Google. C'est pas exactement ça, mais on va dire que ça rajoute plus d'options, ça rajoute une couche avant Google Now. Ça utilise Google Now pour plein de choses. Par exemple, vous avez vu là, j'ai dit ouvre l'agenda. Il est passé par Google Now pour m'ouvrir l'agenda. Mais vous pouvez également l'utiliser pour faire d'autres choses. Je vais essayer de vous montrer ça. Déjà, Hello Moto. C'est ce que j'ai configuré, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça marche vraiment bien. Vous avez vu, ça marche très très bien. Vous pouvez demander répondeur. Ça marche très bien aussi. La possibilité de dire... Mais par exemple je vais le faire. Hello Moto, mais Michael Jackson sur YouTube. Oh, normalement ça marche. Ouverture de YouTube. De YouTube. Lecture de Michael Jackson. Attendez, ça vient. Voilà. Je vais pas lire ça, sinon Google va pas être content. Mais voilà, donc ça c'est des trucs comme ça marche bien. Vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez d'autre? Hello Moto. Voilà. Comme vous avez vu, ça marche aussi l'écran éteint. Donc typiquement, les usages que vous pouvez en avoir, c'est vous le mettez sur un dock, enfin sur un quelque part dans votre véhicule quand vous conduisez, vous dites la phrase magique et vous dites envoie un texto à Brigitte, à Lucienne, à Pedro. Ça marchera très très bien et la reconnaissance vocale fonctionne bien. Vous connaissez peut-être le système, c'est le même système, enfin c'est la même reconnaissance vocale qu'avec Google et donc ça marche vraiment bien. Envoyer un message WhatsApp, j'ai pas essayé, ça peut être sympa. Me parler, bon. On a aussi bonne nuit. Bonne nuit, je pense que ça passe en mode nuit. On pourrait essayer ça, on peut lui dire bonjour. Quelles sont les nouvelles? Ça c'est pas mal. Hello Moto, quelles sont les nouvelles? Bonsoir, il est 17h54. Vous avez 4 emails en attente. Le dernier message a été envoyé à 16h50. Vous avez 4 messages Gmail en attente. Le dernier message a été envoyé à 5h53. Ok, si vous avez eu des appels, des textos, etc., bien entendu, ça va vous le dire, là, c'est pas très intéressant. Mais c'est un peu ça l'idée. Hello Moto. Je termine là-dessus. On peut prendre une photo, on peut demander à prendre un selfie ou autoportrait pour ceux qui n'aiment pas le terme selfie. Je sais pas si ça marche d'ailleurs. Bon, je vais pas tester, c'est pas très intéressant. On peut régler l'agenda, une alarme, etc. Et donc, comme je vous disais, il y a une partie des fonctionnalités qui va passer que par cette application Motorola et une partie qui va aller, hop, rediriger sur Google Now. Donc, on a quelque chose de très complet en termes d'assistant vocal. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, un dernier test. Hello Moto.
Quelle est la hauteur de l'Everest? 8848 mètres. Voilà, donc là, typiquement, ça passe par Google Now. Enfin bon, ça marche plutôt bien. C'est un bon petit système. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder encore un petit peu sur les fonctionnalités proposées en plus par Motorola. Après, on passera très rapidement sur le reste, parce que c'est plutôt ça qui est intéressant, je trouve. Donc, on a là, un assistant également. On avait déjà eu des choses comme ça sur certains Razer, notamment le Razer I, le Razer HD. On avait tout un système d'assistants comme ça qui permettait d'automatiser des tâches. Ils ont un peu retravaillé ça. Et c'est pas si mal que ça. Donc là, par exemple, dans les heures de sommeil, donc de 23h à 6h du matin, je peux activer un mode silencieux où j'ai pas de notification. Et je garde l'écran éteint. Ici, éteindre l'écran en mode veille. On a également un mode au volant, bon, qui n'est pas activé ici, et qui peut s'activer s'il détecte un périphérique particulier. Par exemple, dans votre véhicule, certains véhicules sont équipés Bluetooth, ou bien vous avez un accessoire particulier que vous utilisez en voiture, bah, vous pouvez l'utiliser pour détecter que vous êtes en voiture, et donc il va pas vous... c'est quoi déjà? Il va vous lire, voilà, il va vous lire les SMS, il va vous lire la musique, ce genre de choses, pour que vous n'ayez pas à contrôler avec la main sur l'écran, bien entendu. Domicile, je peux vous aider à vous détendre chez vous. Bah, c'est très gentil, ma foi. Je peux rajouter un lieu et ensuite il va me lire mes SMS et MMS. Bon, je sais pas en quoi ça me détend, mais pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être pratique. Et ensuite un mode réunion. Alors ça c'est plutôt chouette. Il va détecter. Donc là par exemple j'ai un calendrier, c'est test mobile sur Gmail. Et il va détecter quand j'ai des réunions et pendant que je suis en réunion d'après mon agenda, il va potentiellement mettre en mode silencieux ou avec un système de réponse automatique. C'est pas mal. C'est pas aussi complet que des solutions comme Tasker ou d'autres applications disponibles gratuitement ou de façon payante sur le Play Store, mais de base, c'est plutôt sympathique de trouver ce genre de choses. Ensuite, on a les quelques gestes. Donc ça, c'est assez classique. Vous avez une alarme, vous retournez votre terminal pour couper l'alarme. Ensuite, ça, je trouve ça très chouette. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous prenez l'appareil comme ça. Il vibre dans votre main, vous l'avez pas entendu, et il va vous lancer l'appareil photo. Ça marche aussi comme ça. Et c'est très 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 réactif. Bon, je vais pas le faire 20 fois, mais vous avez compris l'idée et ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de moment où vraiment il me l'a pas lancé et du coup je me suis pris au jeu et je l'utilise de cette façon-là, ce qui est généralement ces fonctionnalités, c'est un peu gadget, on les utilise pas et là, bon, je le fais. Bougez pour activer l'écran moto, approchez-vous de votre écran pour activer l'écran. C'est ça qui est écrit? Non, de votre téléphone, pardon, excusez-moi. Et ça, c'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est assez intéressant parce que sur l'illustration, il met sa main effectivement par en bas et dans les faits, ça marche pas. Hein. Comme ça, il se passe rien. C'est juste en fait exactement ici que ça commence à s'activer. C'est le capteur, je pense, soit de mouvement, soit de proximité. Mais a priori, vu que c'est sur la droite et qu'il y a la caméra frontale ici, si je me trompe pas, ouais, à droite, c'est... Ouais, si. À droite, c'est la caméra frontale, donc c'est ça que je comprends pas, en fait. Si vous voulez, là, il y a la caméra frontale, là, il y a un capteur de mouvement. Ce capteur de mouvement, a priori, c'est le même que ceux-là. Je comprends pas, peut-être que ces deux-là, il y a un problème sur mon appareil. Dites-moi, si vous avez ce terminal-là et que vous avez la possibilité d'activer l'écran par en dessous, dites-le moi dans les commentaires, enfin, ça peut être intéressant de le savoir, tout simplement. Ensuite, il y a ce système-là, alors c'est complémentaire à ce qu'on vient de voir, c'est la possibilité d'afficher certaines notifications sur l'écran. Donc, notification sollicitant peu la batterie qui s'affiche brièvement quand l'écran du téléphone est éteint. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu comme le mode glance screen, coup d'œil, je crois que ça s'appelle, chez Nokia. Et ça marche super bien. Et comme c'est de la MOLED, et ben vous avez l'écran qui est en noir, il y a très peu de pixels qui sont au final allumés. Et ça marche très très bien et ça consomme pas vraiment d'autonomie. Et vous pouvez sélectionner les applications qui sont concernées par ces notifications et vous pouvez, comme je vous disais au début du test, cocher cette option qui n'affiche pas les détails des notifications quand l'écran est verrouillé si vous avez envie d'un peu de confidentialité. Voilà, ça c'est pour ces 4 fonctionnalités là. Ensuite vous avez Motorola Migrate. Migrate ça veut dire migration. Alors là il veut vérifier une mise à jour, voilà. Vous avez 2 possibilités. Soit passer d'un terminal Android à celui-ci, et vous avez tout un parcours qui est assez bien fait d'ailleurs. Voilà, vous pouvez choisir contact, message, photo, etc. Et vous pouvez faire un transfert de tout ça. Ou vous avez iPhone, ce qui est plus original, il n'y a pas beaucoup de
produits comme ça qui proposent ça. Enfin, sur l'App Store, enfin sur le Play Store, il y a quand même des applications qui permettent de faire ça. Et vous vous connectez via un service qui s'appelle Markspace, que je connaissais pas, sur iCloud en fait. Donc vous sauvegardez moins de données, mais vous pouvez assez facilement basculer d'un iPhone à ça, enfin au Moto X, ce qui est plutôt pratique. Vous avez quoi d'autre? Toc toc toc. Moto, ça on a vu. Il y a un dernier truc dont je voulais vous parler. Il y a Spotlight Stories. Je regarde juste s'il y avait autre chose. On va regarder aussi. Il y a une petite fonction qui est plutôt sympa. Il y a des trucs un peu cachés en fait sur cet appareil. Alors enfin c'est pas vraiment caché, il faut juste aller dans les paramètres. Mais il y a Motorola Connect. Alors Motorola Connect, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc peut-être que vous aurez plus de chance que moi, mais en gros, si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur, vous pouvez installer une extension qui s'appelle Motorola Connect et vous connectez avec le même compte Google. Des deux côtés, donc ici là c'est ce compte là et de l'autre côté sur l'extension, et ensuite vous avez la possibilité de consulter vos SMS, regardez il y a écrit suivez vos appels et MMS sur votre ordinateur, et vous pouvez répondre par exemple aux SMS ou MMS depuis votre extension Chrome, donc ça c'est plutôt chouette. Personnellement j'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais je crois que ça marche, c'est censé fonctionner. Il y a autre chose également. Il y a l'écran attentif, c'est la même chose que chez Samsung, il y a d'autres constructeurs qui le font. Il va détecter si vous regardez l'écran, et tant que vous regardez l'écran, eh bien, il va pas le mettre en veille. Et ça, c'est plutôt bien, et ça marche. Je regarde juste s'il y avait autre chose, je crois avoir fait le tour là-dessus. Il est compatible NFC, vous pouvez mettre votre ID Motorola. Pour vous identifier sur différents appareils dans le cloud. Ouais, c'est pour synchroniser vos données, c'est un peu comme votre compte Samsung sur votre terminal Samsung, ce genre de choses. Et je sais plus s'il y a quelque chose ici, non. C'est à peu près tout. Et puis la dernière chose un peu fun là pour le coup, ça sert absolument à rien, mais c'est assez drôle, je vous montre vite fait. Il y a deux petites histoires interactives qui vont être impossibles à montrer en caméra. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. C'est que ça utilise, vous voyez, le gyroscope, ou en tout cas peut-être les capteurs justement de mouvement, je sais pas. Et c'est extrêmement réactif, vous voyez. Et vous devez vous déplacer pour trouver quelques éléments. Mais vous avez pas, je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faudrait que je me tourne derrière moi, enfin bref. Et donc vous avez deux histoires comme ça, où vous naviguez autour de vous, vous promenez, et il y a des petits dessins, et il y a de la musique sympa, il y a des petits trucs comme ça. Ah, je vais la couper. Donc c'est original, ça sert à rien, mais c'est gadget, ça fait toujours plaisir. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de tous ces éléments-là, on va pouvoir regarder un peu le classique, la possibilité de composer un numéro avec des propositions qui s'affichent, l'historique des appels, les appels manqués, ce genre de choses. Le web, on ira voir un petit peu après. Là, on a tout ce qui est SMS, MMS, c'est l'interface classique Android que vous connaissez avec le temps. Le clavier de base, c'est celui-ci, c'est le clavier Android, que vous pouvez très facilement remplacer. Donc ça, c'est... voilà, comme ça vous savez si celui-ci fonctionne pas très bien d'après vous. Mais moi, je trouve qu'il marche bien. Il s'intègre vraiment pas mal, il prend pas trop de place, vous avez des propositions au-dessus. Bonjour, je m'appelle Axel. Voilà, vous voyez, la saisie vocale, ça marche super bien. La saisie vocale, moyennant quoi, vous pouvez la trouver de la même façon sur d'autres claviers. Hein. Et vous avez aussi un mode swipe. Enfin, swipe, tracé de lignes entre les lettres pour écrire des mots. Donc voilà, qui marche bien. Il ressemble à ça en mode paysage. Il est tout à fait réactif. Voilà. Moi, j'ai tendance à réinstaller assez rapidement SwiftKey parce que je suis habitué et qui avec mon compte de synchronisation, il connaît bien mon type d'écriture. Mais honnêtement, est vraiment excellent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va passer dans le menu principal qui ressemble à ça. J'ai pas fait un tour sur l'accueil, mais honnêtement c'est un terminal Android comme on le connaît, avec Google Now, avec la possibilité de mettre des widgets, voilà, de manière tout à fait classique. Là on a une toute petite saccade, mais honnêtement c'est très rare. On a bien sûr le tiroir des notifications ici, la possibilité d'avoir les accès rapides là, bon. Et ensuite, on va aller rapidement dans l'agenda. Alors, l'agenda qui a changé. Attention à une chose, c'est que là, il y a pas mal d'applications qui ont changé depuis ces derniers jours. Il y a Google qui pousse pas mal de mises à jour. Donc, je vous présente les fonctionnalités là comme ça. Mais sachez qu'une fois que vous aurez l'appareil, vous pourrez très bien les mettre à jour et avoir les dernières versions vous-même qui sont en train de sortir actuellement. Agenda qui propose une vue mois, une vue semaine, planning, synchronisation avec Google, bien entendu. On a ici une aide.
éventuellement si vous avez besoin d'un coup de main pour utiliser votre terminal. On va passer dans l'appareil photo dont l'interface est vraiment adaptée au tactile, on l'avait vu si vous avez vu le test du Moto G. C'est une interface qui est plutôt pas mal, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités de réglage, mais concrètement vous pouvez prendre une photo en appuyant sur l'écran. J'ai activé moi une fonction qui permet de déplacer cet élément là pour faire le focus et l'exposition où je le veux. On appuie là pour enregistrer une vidéo rapidement. On peut appuyer sur l'écran quand on filme pour prendre une photo. On a la caméra frontale ici, la gestion du flash, et ensuite après on a un menu qui va se chercher sur le côté avec le mode HDR, le flash, le fameux élément dont je vous parlais. Donc là, si je l'active, si je le désactive, en fait, ça va faire le focus tout seul et j'appuie pour prendre une photo. Je suis pas trop fan de ce mode de capture, c'est pas très libre. Donc je préfère faire ça. On a le mode vidéo à choisir ici, HD ralenti. Il filme également en ce qu'on appelle Ultra HD ou 4K. J'ai mis un échantillon sur YouTube, vous pouvez le regarder. Un mode panorama. Le marquage géographique, géolocalisation des clichés, là on peut changer la résolution, donc 13 ou 9,7, en fonction du ratio également, un 16 et 4 tiers, 4 tiers étant celui qui offre le plus de pixels. La possibilité de changer le son, enfin de mettre ou non un son pour l'obturateur, et la capture rapide, donc là c'est les deux petits coups secs là pour démarrer l'appareil photo dont on a parlé tout à l'heure. On va maintenant faire un tour rapide dans la galerie, et également parler qualité photo et vidéo. Alors, c'est la même galerie qu'on a sur le Moto G. On a une galerie avec une interface blanche qui est assez unique, on va dire. C'est vrai que c'est pas celle qu'on a de base sur un Nexus par exemple. Et on a la possibilité de faire des montages vidéo, ce qui est plutôt sympa, une fonction intégrée directement ici. Et ensuite, on a pellicule, les meilleurs moments, donc c'est trié par date et géolocalisation. Donc là, vous les voyez tous ici. Il n'y a pas grand chose là, sur cet appareil, mais sur le vôtre, si vous prenez plein de photos, ça commence à être un peu utile. Et puis on a tout l'album ici, enfin différents albums avec pellicule, ça c'est des photos capturées avec le terminal, et ensuite les dossiers que vous pouvez avoir sur votre mémoire, voilà de cette façon-là, avec les dates, vous voyez. C'est plutôt sympa. Et l'accès rapide ici aux vidéos. Donc ça c'est pour la galerie. Côté qualité photo et vidéo. Alors moi ce que j'ai constaté c'est que 2 jours, je vais vous faire en bref après regarder le test écrit pour voir vraiment le détail. Mais on a, et les échantillons surtout, donc on a des couleurs de jour. Je vais essayer de vous mettre un cliché qui est parlant. Mais des couleurs de jour qui sont plutôt bonnes. Plutôt vive, peut-être un poil trop parfois, on peut se dire que effectivement à l'œil c'est sympathique, mais dans les faits, par exemple ce rouge il est pas si vif que ça, il est peut-être un tout petit peu plus pâle, c'est plus agréable à regarder, mais effectivement ça manque peut-être un peu de réalisme on va dire, mais ça gênera pas tout le monde, hein, clairement, c'est la même chose notamment chez Apple, ça gêne pas non plus tout le monde, en tout cas ici voilà, les couleurs sont proche de la réalité, un tout petit peu saturé, des contrastes un peu forts, mais c'est quand même plus agréable à l'œil. À vous de voir ce que vous voulez. Ensuite, si ça vous dérange ou pas. Un focus qui est bon de jour, sauf après si vous voulez vous rapprocher en macro, c'est très compliqué. De jour, c'est possible quand même de prendre des photos de près. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Mais on est loin de la macro là quand même. Je pouvais pas m'approcher beaucoup plus que ça. Donc on perd des détails dans la mesure où je peux pas m'approcher plus. Et ensuite après de nuit, là par contre c'est tout à fait différent. Autant de jour on est quand même sur quelque chose de sympathique. De nuit on a une image qui est vraiment beaucoup plus bruitée. Et surtout, alors là celle-là elle n'est pas vraiment représentative parce qu'elle est complètement floue. Je vais essayer de vous en mettre une autre. Oui voilà. Donc là on a quand même pas mal de bruit. Et le bruit, on va dire que c'est normal, ça me dérange pas trop. Les couleurs sont assez, malgré tout, assez fiables, c'est ça qui est assez intéressant. Mais le focus, par contre, devient très 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 compliqué, notamment de près. Mais bon, c'était déjà c'était déjà compliqué avant. Mais là, typiquement, voilà, sur le même sujet, vous le voyez pas là, mais je vous invite à regarder des échantillons. C'est tout à fait impossible de faire le focus. Donc, de jour, moi, ce que j'ai constaté vraiment, c'est que c'était globalement bien. Vraiment, voire très bien. De nuit, beaucoup plus de faiblesse. On sent que le capteur a vraiment du mal, lutte, et notamment au niveau de l'autofocus. Ce qui est problématique d'après moi, c'est qu'on a un autofocus qui n'arrive pas également, en dehors d'un mode macro. C'est-à-dire que si vous êtes à une certaine distance, normalement le focus est censé se faire. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Typiquement, là, sur ma carte de visite, par exemple,
on a des lettres qui sont très distinctes, enfin il y a un contraste entre le fond et le noir, le blanc, le noir qui normalement aide justement le focus, c'est moins compliqué à faire, et là pour le coup de nuit c'était quasiment impossible à part en rallumant la lumière, on fait le focus, on éteint la lumière, c'est ce genre de choses, c'est un peu dommage. Vous pouvez vous aider du flash, ça donne ça. Alors c'est sur une scène un peu particulière donc c'est pas très esthétique. Le flash est effectivement plus puissant que d'autres terminaux, parce qu'il y en a deux tout simplement, mais honnêtement, et je vais essayer de vous montrer ça, alors je sais pas si c'est forcément représentatif comme test, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, vous voyez là, on a, bon désolé de vous mettre ça en plein visage, c'est pas très agréable, mais on a effectivement les deux LED qui s'affichent. Quand je mets mes doigts devant, vous voyez bien que le cerclage, il fait sortir aucune lumière, strictement aucune lumière. Et donc, en fait, typiquement, là, on voit bien qu'il n'y a aucune lumière qui sort par le haut ou aucune lumière qui sort par le bas au niveau justement du cerclage. Et en fait, je comprends pas. Je comprends pas quel est vraiment l'intérêt d'avoir le petit cercle qui est censé normalement répartir mieux, donner un peu plus d'homogénéité au niveau de la lumière du flash. C'est vrai que le flash LED, souvent, ça offre un rendu qui est un peu dur. C'était censé offrir quelque chose de meilleur, et pour le coup, j'ai pas le sentiment que ça ait vraiment fonctionné. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Par contre, le flash, effectivement, est un peu plus costaud que d'autres, parce que tout simplement, il y en a deux. Ça va pas plus loin que ça. En termes de vidéo maintenant, le son est plutôt bon. Je vais vous mettre l'échantillon, je le cherchais. Donc là, c'est du 4K. Je vais mettre un peu plus fort. Donc bon, le son est bon, les couleurs également sont bonnes. Les couleurs sont mais c'est pareil qu'en photo de jour, hein, c'est-à-dire que c'est un peu vif, mais c'est joli. Donc voilà, c'est un peu, ça manque de réalisme, mais c'est joli. Ensuite, le focus se fait très bien. Bon, vous l'avez vu là brièvement de jour. Et après, quand on passe de nuit, c'est le même constat qu'en photo. Beaucoup plus de bruit, un focus qui est pour le coup quasiment impossible. Et ce qui est, personnellement, ça me gêne vraiment pas mal. Alors là, les conditions étaient vraiment difficiles, mais c'est les mêmes conditions que j'utilise à chaque fois. Et donc j'ai été un petit peu déçu là-dessus. Vous pouvez utiliser la torche si vous voulez. Mais je vais vous montrer un exemple. Là, je suis en train d'essayer de faire le focus. Bon, vous voyez pas très bien, désolé. Sur cet élément qui est devant moi. Hop, je rallume ma lumière du coup pour refaire le focus. Et là, il n'arrive pas à faire la mise au point. Vous le verrez sur l'échantillon, ça c'est l'échantillon qui est diffusé. Ensuite après du coup je passe sur ma carte et là il arrive à faire le focus et du coup à ce moment là il arrive à refaire le focus sur cet élément là qui est plus complexe parce que les contrastes sont moins marqués. Donc vous voyez c'est en photo et vidéo de nuit c'est vraiment compliqué. Il y a un autre truc, c'est que le son honnêtement capté est très bon. Là je vais vous refaire la démo. Mais vous entendez au début, je vais vous le repasser. En fait, au début de chacun de mes échantillons, pour info, je laisse au moins 3-4 secondes de vide total. Enfin, de vide, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. Et ça vous permet de voir tout simplement s'il y a un bruit de fond, un soufflement. Et écoutez. Donc vous avez sûrement entendu au début de la vidéo, on a un soufflement. Et bien ce soufflement, c'est pas moi qui souffle, c'est pas autre chose. Il y a un soufflement fort qui est capté. Alors, moi j'ai testé également l'appareil photo. Bon, je peux vous le mettre aussi, hein, tant qu'à faire, on le fait. C'est quoi, ça va être, je sais pas. Bon bref, on va dire que c'est un concert. Alors c'est pas aussi fort qu'un concert, mais il y avait des micros, c'est quand même un son assez costaud. Et le son est très bon, honnêtement, vraiment, le son capté est très bon. Le seul truc, c'est qu'effectivement dans une situation comme celle-ci, vous entendrez pas le soufflement. Par contre, si vous filmez un repas de famille ou une discussion avec des amis, je ne sais pas, et qu'il y a juste des voix, et ben vous entendrez quand même le soufflement. Les voix seront vraiment claires, distinctes, mais la sensibilité du micro de l'appareil fait qu'au final, on a quand même un fort souffle. Ça arrive souvent chez des terminaux qui offrent une bonne qualité au niveau du micro, au niveau de l'enregistrement vidéo. Et là, on l'a effectivement sur le Moto X. À voir, hein, c'est positif parce qu'on a une bonne qualité d'enregistrement et c'est négatif parce qu'on a un soufflement en fond. À vous de voir si ça vous dérange vraiment. On va passer sur le web. Pas grand chose à dire, on a un terminal qui est très bien équipé avec un grand écran. Alors oui, les blancs tirent un peu vers les jaunes, mais en l'occurrence, pour le coup, sur le web, ça vous dérangera pas forcément.
Et l'expérience est vraiment vraiment très très bonne. Alors là on a un site qui est optimisé pour le mobile, mais si vous allez sur d'autres sites internet, je sais pas, je vais aller sur lemonde.fr. Donc là je suis en 4G, ça va très très vite. Voilà, vous voyez le défilement se fait très très bien. Pas de souci. Double tap pour zoomer, dézoomer. Enfin bon, moi j'ai une très 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 bonne expérience sur cet appareil en termes de web, comme souvent sur les terminaux de haut de gamme, et notamment ceux avec des écrans plutôt grands. Et c'est vrai que c'est tout à fait confortable là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Alors, on reparlera un peu des performances un peu après, vous inquiétez pas. Les contacts on n'a pas vu, mais c'est le classique, hein. Sans synchronisation vraiment marquée, spécifique, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Le client email, alors celui-ci, qui est plus ou moins exactement le même que le client Gmail, c'est juste que celui-ci est universel, vous pouvez configurer n'importe quel compte dedans. Sachez que l'application Gmail est aussi en train d'être changée avec Google qui fait des mises à jour. Hangout, c'est pour gérer vos messages SMS, MMS, plus vos discussions via Google Talk, enfin Hangout ça s'appelle maintenant, depuis déjà au moins 2 ans. Et vous pouvez l'utiliser par défaut pour lire vos textos, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Il y a Maps, bien entendu, qui est là et qui fonctionne bien. J'ai pas eu de souci de réception GPS. Et d'ailleurs, en termes de réception de réseau proprement parler, par rapport à mon Nexus 5, il s'en sort beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Il a une perte qui est moindre, une perte de signal qui est moindre, au même endroit, testé au même moment. Enfin, pas exactement, j'ai changé la SIM entre deux, bien sûr. Mais ça marche vraiment pas mal. Donc ça c'est un point positif, c'est-à-dire que normalement vous avez une bonne réception, le Wi-Fi aussi est bien capté, donc en tout cas mieux que par exemple le Nexus 5 que j'ai testé, j'ai comparé au chiffre du G3, c'est un poil mieux aussi. Enfin c'est mieux que le G3. Ensuite niveau musique, lecture musicale, bah, ça va se passer par Play Music, que vous avez ici, et qui est une application que je pense vous connaissez, mais bon vous avez votre bibliothèque avec différents titres. Enfin pardon, album, titre, genre, ce genre de choses. Vous accédez ici, vous avez la pochette. Avec Play Music, vous avez la possibilité d'avoir un service où vous mettez dans le cloud vos fichiers, vous allez les chercher en streaming, vous pouvez les télécharger, vous pouvez mettre aussi des fichiers vraiment sur la mémoire de votre terminal, vous pouvez vous abonner à une offre à 9,99€ par mois, un petit peu à la Spotify. Vous avez beaucoup de possibilités, le lecteur en soi est bien fait. Alors, niveau qualité, parce que c'est ça qui est important, pas uniquement mais notamment. Donc là, vous avez la pochette, vous avez les contrôles classiques, aléatoires, répétition, ce genre de choses. Ça marche vraiment, vraiment top. Allez, on va lire. On va lire ça. Oups, on va pas casser l'appareil. La qualité du haut-parleur, donc, je vais vous montrer ça juste pour que vous ayez la confirmation du truc, parce que moi, ça m'a un peu perturbé. Voilà. Juste pour vous montrer que concrètement, le haut-parleur, il est juste en bas. Il est bon, honnêtement, la qualité est bonne, le volume est assez élevé, on n'entend pas les basses, mais on entend quand même bien les différents niveaux, au niveau d'un morceau, les instruments, tout ce qui est batterie, percussion, etc. C'est un bon haut-parleur concrètement. C'est juste que ça m'a un peu déçu moi de pas avoir ce double haut-parleur frontal qu'on a sur le Moto G 2014 et qui du coup, même si peut-être la qualité du son est pas aussi bonne, je pense, parce que j'ai pas l'autre appareil pour comparer, mais offre, comme je dis à chaque fois, un son un peu plus englobant, et il y a un côté vraiment sympathique à ce type d'implémentation. Maintenant, c'est clair et net que celui-ci, ce qu'il a comme avantage, c'est qu'il est quand même de face. On a tendance à l'oublier parce qu'il y en a qu'un et on se dit c'est décevant, mais au final il est quand même de face et c'est mieux. Moi je trouve qu'un haut-parleur de face c'est mieux pour plein de choses. Tout simplement parce que là ça étoufferait un petit peu le truc et puis en plus ils auraient dû trouver un moyen avec la customisation à l'arrière, bon ça aurait été possible hein, mais voilà ils auraient pu le mettre aussi en bas mais ils ont choisi de le mettre en face et je trouve que c'est pas si mal que ça et qu'il offre de toute façon un son qui est plutôt bon.
Je pense qu'on a à peu près fini. Je refais un petit tour. Ouais, je l'ai utilisé pendant quelques jours comme appareil du quotidien. Et honnêtement, c'est un bon smartphone. Alors du coup, on va parler de l'autonomie. Parler de l'autonomie, puisque c'est important. Alors, pour rappel, le Moto G, parce que je pense que c'est deux appareils très comparables, même si au final on a une batterie qui est un peu moindre, mais on a plus de pixels à gérer sur celui-là, un chipset plus costaud. Le Moto G avait terminé le test d'autonomie classique, j'ai mis la courbe complète sur le test écrit, à 46%. Celui-ci termine ce même test à 48%. On a le même type d'autonomie sur les deux terminaux. C'est pas forcément surprenant, j'aurais aimé un peu plus. Et du coup, ce que j'ai constaté au quotidien, c'est que vous aurez une journée complète avec très difficilement la possibilité de faire une deuxième journée derrière. Après, ça va bien sûr dépendre de vos utilisations. Si vous faites pas mal de jeux en 3D, si vous faites pas mal de GPS, ce genre d'usage plus lourd, la deuxième journée est juste impossible. En fin de journée, vous serez peut-être à 20%. 30%, ouais. Et quand vous êtes à 20% en fin de journée, bah, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est le remettre à charger quand vous dormez. Si, imaginons, vous l'utilisez de manière légère, que vous allez vous coucher, que vous l'éteignez la nuit et que vous le rallumez le lendemain pour faire une deuxième journée, ça me semble envisageable, mais vous aurez une très difficile journée le lendemain, surtout si vous avez pas mal de services connectés, si l'appareil cherche un peu le réseau, etc. Voilà. Mais concrètement, une journée, normalement, sans trop de problèmes, mais ça fait pas partie de ces récents terminaux haut de gamme qui arrivent à afficher 2 jours d'autonomie, sans trop de soucis, notamment, je pense au Z3, là, comme ça, mais il y en a d'autres. Et là, on est en train de tester d'autres terminaux qui, à mon avis, offrent des autonomies très sympathiques. Donc, c'est moyen, tout simplement. C'est dans la moyenne. Une journée, c'est la moyenne. On espère un peu plus d'un terminal haut de gamme aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément positif, mais je le mettrai pas dans les points négatifs dans la mesure où c'est la moindre des choses qu'on attend d'un terminal comme celui-ci. En étant exigeant, c'est clair qu'on voudrait plus. Et puis niveau performance, pardon, on a quelque chose de très très bon. Vous avez vu tout au long de ce test, l'appareil tourne très très bien. Et si on voulait parler un peu bench, parce que ça permet quand même de mesurer un petit peu les performances, on est à 44 500, donc ça le place au niveau du Note 3, si je me trompe pas plus. Ouais, un peu au-dessus du Note 3, ça dépend du bench en fait. Dans Vélamo, il est pile au niveau du Note 3, mais là on est quand même au-dessus. Et 44 500, ouais, je crois que c'est le même score, un tout petit peu au-dessus, il me semble, que le Z3, mais c'est très très similaire. C'est vrai qu'en plus, c'est des appareils qui sont équipés quasiment de la même façon. Donc on a voilà un terminal qui est tout à fait puissant. J'ai lancé des jeux, ça marche bien. Je vous montrerai pas ça parce que honnêtement c'est pas intéressant, mais ça marche vraiment bien. Il y a un truc à savoir par contre, c'est l'appareil chauffe un petit peu. Donc par exemple quand vous jouez, c'est pas l'écran temps qui va chauffer, même si ça arrive si vous l'utilisez, mais c'est plutôt la coque arrière. Alors j'imagine que le matériau utilisé, personnalisé via le Motomaker, peut influencer la chauffe, mais je suis pas sûr non plus. Mais en tout cas moi avec la version bois, c'est vrai qu'après un certain temps d'utilisation, bien il est un petit peu chaud. C'est pas vraiment gênant, mais on le sent bien quand même. Donc bon, c'est à prendre en compte pour ceux qui aiment vraiment pas avoir les mains chaudes. Puis on approche de l'hiver, ça peut être pratique, n'empêche. Enfin bon, voilà. Ce sera à peu près tout hein, pour ce terminal. Pour conclure, je dirais juste que c'est un appareil qui est très intéressant, mais qui a quand même quelques défauts. Je vais faire un petit résumé un petit résumé sur les points positifs, les points négatifs. Premier point positif, on commence par ce qui est sympa, le design, qui est à mon sens vraiment réussi, il est plutôt original. Il y a juste un truc que je regrette, et je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mentionner en introduction au début, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de capteurs tout autour. Sur cette version blanche, en plus, ça se voit vraiment, sur la version noire, beaucoup moins. Mais il n'y a pas de logo Motorola, ok, mais il y a plein d'éléments un peu partout et je trouve que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus sobre. C'est un détail, honnêtement, c'est pour chipoter. Sinon, le design est vraiment sympa et en plus, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, enfin plus ou moins, mais quand même comme vous voulez, avec du cuir, du bois, du plastique, des couleurs différentes. Il y a la couleur d'accent aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais par exemple le cercle ici, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer les couleurs de ces éléments-là, enfin, vous pouvez mettre rose fluo si vous voulez ici, si c'est ce qui vous branche. Donc ça c'est vraiment sympa et pour moi ça représente vraiment un des points forts de ce Moto X 2014 en France. L'ergonomie qui à mon sens est vraiment pas mauvaise, pour un 5.2 pouces, ça pourrait être mieux, mais c'est un appareil qui est quand même premium, dont la sensation en main est bonne.
On a des bordures qui pourraient être un peu plus fines, mais quand on le prend en main, on se rend bien compte qu'on peut atteindre quand même pas mal de zones à l'écran, manipulation à une main qui est pas impossible, des boutons bien placés et des matériaux premium qui offrent globalement une bonne sensation en main, comme je disais. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, c'est du Android, on va dire pur, avec quelques ajustements, et ces ajustements, notamment ce genre de petites fonctionnalités au quotidien, honnêtement, c'est vraiment sympa, quoi. La possibilité de le déverrouiller rapidement en le prenant dans sa main, moi j'aime bien, c'est ce genre de choses sympa. Hello Moto, ça marche bien également, comme vous pouvez le constater, c'est ce genre de truc, et ça c'est vraiment sympa. Alors bien sûr, c'est pas l'appareil un petit peu comme un Note, où c'est un couteau suisse, on se demande même s'il fait pas le café, celui-ci ne fait pas le café, mais il fait plus que la moyenne des smartphones Android aujourd'hui sur le marché, et ça c'est plutôt quelque chose qu'on apprécie. On a des performances qui sont très bonnes, tout simplement, et une qualité photo-vidéo de jour qui est bonne également. Au niveau des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Le premier, j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est la teinte un petit peu jaune, enfin même tout à fait jaune, de l'écran au niveau des blancs. C'est global, mais ça se voit surtout sur les blancs. Donc une température plutôt chaude au niveau des couleurs et de l'ensemble. Un réglage de la molette qui, en tout cas, est pas à mon goût. Après, peut-être que ça vous dérangera pas. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, mais moi ça me gêne. Après, comme je disais, si vous, enfin, comme je disais au début, on peut s'y habituer. Et ça, si vous pensez que vous allez pouvoir vous y habituer et que ça va pas vous déranger, dans ce cas-là, pourquoi pas. Si vous pensez que vous serez pas aussi pointilleux que moi, tant mieux pour vous. Par contre, si vous avez l'habitude d'avoir des terminaux avec des écrans bien calibrés et que ça peut vous gêner, écoutez, essayez peut-être de le prendre en main quelque part dans un magasin, je ne sais pas, et pour voir si honnêtement ça peut vous gêner. Ensuite, on a la qualité photo et vidéo de nuit qui est pas excellente. Clairement, si vous sortez beaucoup, à part en utilisant le flash, ce sera pas excellent. Et puis l'absence finalement de micro SD qui est pas anodin. Bien sûr, si vous avez la version 32 Go, vous aurez quand même beaucoup de mémoire et vous serez tranquille. Mais si vous prenez la version 16 Go qui offre au final une dizaine de gigas pour l'utilisateur, ça peut aller quand même assez vite si vous installez des jeux qui... Parfois il y a des jeux qui ça pèse 1 giga. Voilà, ça prend 1 giga de place. Ensuite vous avez des vidéos en 4K, ça prend un paquet de place également. Là j'avais filmé je crois 1 minute 50 et je suis à 600 MO. Donc voilà, vous faites le ratio et vous voyez le poids que ça peut prendre. Donc ça c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir mettre de micro SD. Éventuellement, si vous êtes intéressé par cet appareil, regardez peut-être la version 32 Go qui est un petit peu plus chère. Voilà, ce sera tout pour ce test du Moto X 2014. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine.